C'est bon? Donc avec Séraphin, on va vous présenter un retour d'expérience de la Société Générale sur comment est-ce qu'on fait des tests automatisés end-to-end sur notre plateforme. Donc je vous présente Séraphin qui travaille à la Société Générale depuis 4 ans maintenant. Donc c'est un développeur full stack ou aussi un développeur de bugs. Ouais, bon, de bugs, mais en même temps, si j'en faisais pas, elle serait pas là pour grand chose. Mais bon, en fait, elle est Quality Analyst, donc Caroline Duval, Quality Analyst à Société Générale, avec une grosse appétence sur l'automatisation des tests, et c'est super intéressant de travailler avec elle. Et elle est à Société Générale depuis 2 ans et demi. Donc maintenant on va faire un petit peu de contexte fonctionnel. Alors, le contexte fonctionnel de notre application, notre plateforme, c'est une plateforme de financement structuré. On gère donc des deals à montant élevé, des prêts à montant élevé, c'est l'équivalent de vos prêts pour vos achats de maison, mais pour des grosses entreprises, comme par exemple lorsque Dell a racheté EMC, eh bien, la Société Générale a financé ce prêt, le prêt pour le rachat du coup de EMC à hauteur de 48 milliards d'euros. Aussi un achat de 2 Boeing pour la société Cargolux. Et du coup, pour des gros montants comme ça, le cœur de notre métier, c'est de définir le risque et la rentabilité de chaque deal pour du coup nos commerciaux qui sont en contact avec les commerciaux des grosses entreprises. Voilà. Ensuite, pour notre environnement, on a différentes contraintes. On a des contraintes de sécurité et confidentialité, bien sûr, et aussi des contraintes de maintenabilité des fonctionnalités qui sont assez élevées. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur nos applis parce qu'on a un grand nombre d'utilisateurs différents qui viennent sur notre appli avec des rôles différents. On a aussi des contraintes réglementaires de la BCE et de tous les régulateurs des marchés financiers. Alors, au niveau de notre plateforme, comment est-ce que ça marche? Donc, on a 6 feature teams qui fonctionnent en mode agile. Dans chaque feature team, il y a un product owner, un QA, des développeurs, donc environ 4 à 6 développeurs, et un UX designer. Donc, on fonctionne par sprint d'environ, enfin, ça dépend, 2 semaines, 1 semaine, c'est assez variable. Ok, pour notre environnement technique, donc on a 2 applis legacy et ça ressemble un peu à ça. On a plus de 100 microservices qui sont en prod et qui sont testés en silo, c'est-à-dire que eh bien, on met le paquet sur les tests qui sont à l'intérieur de nos microservices et je reviendrai là-dessus. Et en fait, il n'y a pas de test qui parcourt un peu tous les microservices jusqu'à ce qu'on ait fait un travail sur les tests end-to-end. Voilà. Donc on va vous présenter la suite. Donc, comment est-ce que c'était avant? Donc, avant, on fonctionnait en release train. Donc, nos 6 équipes livraient en même temps en production, donc plusieurs modules différents. Ça prenait beaucoup de temps. Donc, les campagnes de tests, ça durait environ, on se laissait 1-2 semaines. Et surtout, les tests de chaîne transverses prenaient un binôme de 2 QA, 2 jours entiers pour réaliser tous ces tests. Donc, c'était vraiment très très long. On s'est dit, ça commence à devenir compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les tests manuels étaient beaucoup trop gros et c'était un peu l'inverse de la pyramide de tests qu'on est censé faire classiquement. Voilà, la pyramide de test inverse. Ça veut dire quoi? En fait, la pyramide de test qui est maintenant en place, elle est plutôt de ce sens. Là, on a une pyramide de test à l'envers. Et en fait, la pyramide de test, c'est quoi? Ça représente le nombre de tests enfin, la quantité de tests pour chaque couche de test sur une application, pour la couverture de tests. On a des tests unitaires. Donc nous, on pratique le TDD en tant que développeur. On a une grosse quantité de tests unitaires pour pouvoir être... Donc c'est les tests les plus proches du code. Ensuite, on a des tests d'intégration et des tests de comportement. On fait du BDD, Behavior Driven Development.
Donc on écrit des scénarios en Gherkin avec nos QA, nos PO. Et on a aussi, du coup, cette couche qui nous manquait, ou qu'on faisait manuellement, qui est la couche des tests end-to-end. Donc ils vont tester les interactions entre tous ces microservices. Et non comme avant, où on avait une grosse couche de tests manuels et très peu de tests unitaires sur nos systèmes legacy. Donc quand on s'est rendu compte que les release trains prenaient beaucoup de temps, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait changer le mode de fonctionnement. En gros, chaque équipe maintenant est honneur de ses microservices, on en a plusieurs à charge, et les livre indépendamment en production, donc on ne dépend pas des autres. Donc là, on doit faire des tests en silo de nos microservices, mais aussi on a besoin de faire des tests transverses. Donc avec le continuous delivery, on a besoin d'un feedback très rapide pour pouvoir mettre en livraison très souvent. Il y a des équipes qui mettent en livraison 1-2 fois par semaine. Et aussi, on a besoin de vérifier la santé des environnements, parce que sur nos environnements, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'applications. Le processus de création d'un deal, de la création à la validation, c'est très long à faire. Et si on arrive juste à la dernière étape et que ça ne marche pas parce que l'environnement est cassé, c'est un petit peu embêtant. Donc on a besoin aussi de vérifier que les environnements marchent bien. Donc on s'est dit qu'on avait besoin des QA pour faire des tests automatiques. Donc à la Société Générale, enfin surtout dans notre département, historiquement les QA c'est plutôt des profils métiers, donc des gens qui ont vraiment une appétence métier, des profils qui ne sont pas très techniques, c'est pas des développeurs. Les QA ils sont censés être garants des scénarios fonctionnels des tests. Et donc précédemment on a essayé de mettre en place des tests avec Selenium et en Java. Ça n'a pas trop marché, donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas recommencer, donc on a essayé de proposer une autre solution qui est CodeCept.js, si vous avez lu le titre du meetup. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi CodeCept.js? On a avec CodeCept.js une approche par scénario. Donc c'est des scénarios qui sont compréhensibles par les profils QA, donc les profils avec appétence métier, et qui sont facilement intégrables dans nos environnements de travail et de développement. Donc le QA est à charge de rédiger les scénarios, et ensuite le développeur fait les méthodes custom. Donc on peut avoir du code qui est réutilisable pour plusieurs scénarios différents. On peut implémenter plusieurs scénarios différents qu'on peut lancer séparément. Et quelque chose de très important avec CodeCept.js, c'est qu'il ne dépend pas des ID ou des chemins qui sont implémentés. Par exemple, si on a un bouton et qui change de place, avec Selenium, ça pose un peu problème. Là, en fait, c'est placé sur les labels. Donc si le bouton il change de place, c'est pas dérangeant. Nos tests ne cassent pas. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple un peu grossi d'un scénario de CodeCept.js. Donc là, le scénario, c'est ici. Je vais le décrire, vous allez voir si vous comprenez ce qu'il fait ou pas. Le scénario, c'est la création d'un deal et sa structuration. Donc au début, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'on est sur la liste des deals. Ensuite, on va sur la liste des deals. Ensuite, on vérifie qu'on est sur la liste des deals. Après, je recherche mon deal qui s'appelle MySuperDealName. Je vais sur mon deal, je commence la structuration et ensuite je remplis les informations du deal. Donc là, vous voyez, si on compare ce que j'ai dit avec ce qui est écrit, c'est quand même relativement compréhensible. Donc c'est un langage qui est plutôt clair et qui est lisible. Donc là, ça c'est la partie qui est plutôt orientée développeur, qui fait des méthodes custom. Donc ici, c'est pour Start Structuring ou Complete Deal Information. Il y a un autre point qu'on est en train de mettre en place actuellement, c'est écrire les scénarios en Gherkin. Donc là, on écrit vraiment les scénarios en Gherkin, et derrière, grâce à CodeCept.js, on récupère le scénario qu'on avait mis juste avant, mais il est intégré, du coup ça c'est vraiment visible même par des personnes métiers, et ça nous permet aussi de créer la Living Doc, Documentation. Voilà. Donc en fait, cette interface fonctionnelle que nous offre Kotlin, donc CodeCept, toutes ces petites méthodes qui sont lisibles par des êtres humains quand même,
Ça change un peu de certaines méthodes où des fois on va utiliser des éléments HTML, etc. C'est pas très adapté au QA. Et en fait, c'est assez riche. Bon, on les customise quelquefois. Et ce qu'il y a de bien avec Concept, donc, c'est que il est interfaçable avec plusieurs outils de communication avec les browsers. Et, comme WebDriver IO, Protractor qu'on utilise parce qu'on a des parties en Angular 1.x. Et sinon, il y a Nightmare, Appium, il y a aussi Puppeteer qu'on va de plus en plus utiliser, qui est développé par Google. Donc ces tests automatisés, donc ces tests end-to-end recouvrent des scénarios très restreints, parce qu'on est vraiment sur le haut de la pyramide, on est assez optimiste sur nos tests, et on teste vraiment le cœur des fonctionnalités de la plateforme. Donc on a deux fois par jour des tests qui sont runnés sur nos environnements Domol et Duat qui précèdent l'environnement de production. Et ça génère des reports du coup qu'on peut regarder à la demande du coup. Voilà. Alors, on a mis en place cette solution. Donc, quels sont les next steps pour nous? Donc, c'est le blocage de la promotion du code d'un environnement, là surtout, si on reprend le schéma précédent, de l'homologation à l'UAT, afin d'éviter d'avoir un environnement stable et qui ne marche pas. Parce que chez nous, le dernier environnement de test, on est censé mettre nos nouvelles features en place 24 heures maximum avant la mise en production. Donc, c'est un environnement qui est censé être très très stable. Donc ce qu'on veut faire, c'est bloquer les promotions qui cassent ces environnements afin d'avoir un environnement stable. Voilà. Et du coup, donc d'autres next steps, c'est de supprimer nos données de test parce qu'actuellement on les laisse en place. Ça peut être pas mal de les supprimer. Et aussi au niveau des alertings. Donc je sais pas si de votre côté les alertes en général comment elles sont gérées. Alors chez nous il y a des mails, il y a des alertes dans Symfony, donc on va essayer de trouver pour nos tests automatiques quand ils fail, quand la sanity check elle fail, le meilleur moyen pour être averti, pour voir tout de suite le problème et le corriger rapidement. Donc on va essayer de faire ça avec Symfony, c'est une sorte de Slack qu'on utilise à la Société Générale. Alors pour ce retour d'expérience, du coup, les obstacles qu'on a rencontrés dans notre environnement par rapport au test end-to-end, du coup, c'est faire adhérer les tests end-to-end à toute la plateforme, parce que finalement, le métier de QA est en quelque sorte transformé, parce qu'avant, ils faisaient leurs tests à la main, et maintenant, c'est totalement nouveau, totalement différent. Ensuite, il y a l'implication des développeurs qui n'était pas forcément évident, parce que ça prend du temps, et bon, les développeurs sont, moi aussi, ne voient pas forcément directement l'apport de ces tests parce qu'ils sont assez fragiles. Mais dans notre cas, avec nos outils, ça réduit un peu la fragilité parce qu'on ne se base pas sur des éléments HTML bien précis. Ça ressemble à des tests plutôt fonctionnels et un peu plus haut niveau que des tests d'interface de base. Ensuite, il y a aussi l'approbation du métier. C'est aussi un investissement de faire ces tests. Mais une fois qu'on a expliqué les aboutissements que peuvent permettre ce projet, eh bien, on a pu avoir gain de cause. Aussi, on a d'autres petits problèmes, bon, plus liés à l'environnement SG, c'est qu'on n'a pas accès très facilement au Docker Hub public. Du coup, pour faire notre image avec Docker pour runner les tests end-to-end, eh bien, c'était pas toujours très facile, mais on y arrivait. Ensuite, on a un autre point, c'est que nos scénarios, on ne peut pas les jouer en production. On aimerait bien vérifier notre environnement de prod, mais on ne peut pas mettre d'utilisateur de test en production, évidemment. Et aussi, ce qui se passe, c'est que si on veut utiliser les labels, etc., il faut que nos codes front, nos codes
de browser respecte les standards du web, les W3C, et qui a une bonne qualité de code. Du coup, ça permet, si ce n'est pas le cas, on est obligé d'écrire du code difficilement lisible. Et ça, c'est pas génial pour nos QA qui vont devoir permettre la maintenance de ces tests et en association avec les devs. Et du coup, pour terminer sur une bonne note, parce que ça nous change un petit peu la vie au quotidien, quelque chose qui est très important avec ces tests automatisés, c'est que moi, par exemple, si j'ai besoin de faire un scénario complet, ou même à moitié, je peux lancer le test automatique, ça va me créer des données basiques, et ça va me prendre beaucoup moins de temps que si je l'avais fait manuellement. Donc ça me permet de faire des données rapidement et facilement. Ça sécurise les releases, parce que des personnes qui sont dans une team A, elles peuvent avoir un impact sur ce qu'a fait la team B, mais en général on ne connaît pas le scope, parce que c'est un environnement qui est très compliqué, c'est des choses assez denses, et du coup le fait de faire des tests de chaîne transverses, ça permet d'être plutôt sûr qu'on casse pas, qu'on ne fait pas des régressions dans les autres domaines. Ça nous permet de tester aussi l'intégration des services, donc vérifier que tout marche bien, et surtout de livrer plus rapidement. Avant, quand on faisait les tests manuellement, ça nous prenait 2 jours, maintenant la sanity check elle prend 5 minutes, donc on a quand même un gros gain de temps qui est significatif. Et ça permet aussi de savoir si un environnement est fonctionnel et up avant de faire des tests vraiment dessus. Voilà. Donc merci à vous, si vous avez des questions. Voilà. C'est qu'on recrute, juste pour ceux qui veulent venir nous voir à la fin, la Société Générale recrute. Voilà. Merci pour la présentation, très intéressant. 2 questions rapides. Est-ce que les tests end-to-end que vous utilisez servent à valider les sprints de chaque feature team, ou c'est utilisé uniquement vers la fin pour valider la release avant mise en prod? Première question. Deuxième question, est-ce que dans votre contexte, vos applications sont adhérentes des applications externes en dehors de vos périmètres? Et si c'est le cas, comment vous gérez ce cas-là dans vos tests end-to-end? Alors pour ce qui est du premier cas, les tests automatiques sont surtout runés sur le deuxième environnement. Donc premièrement, les teams doivent valider leur scope fonctionnel et après elles le run pour vérifier qu'il n'y a pas de régression sur les autres fonctionnalités. Et pour les applications adhérentes en dehors de votre périmètre? Nos environnements d'homologation sont connectés aux applications d'homologation des autres environnements. Après, il n'y a pas toujours le même nombre d'environnements sur toutes les applications, mais en général on moque les applications, mais ce qui se passe c'est que le cœur de la plateforme, donc les tests end-to-end, concerne seulement le cœur de métier de la plateforme. Du coup, il y a assez peu d'interaction avec les applications environnantes. Je comprends, vous moquez comme ça, vous êtes indépendant, vous pouvez dérouler vos tests automatiques sans être trop en dépendance par rapport à. Après, sur toute la plateforme, il n'y a pas énormément d'adhérence avec d'autres applis, le cœur des métiers. Merci. Bonjour. Alors j'ai une question. Pourquoi vous avez utilisé Protector plutôt qu'un autre driver comme Driver.io ou Selenium? Voilà. Alors c'est parce que c'est intégrable facilement avec Angular 1.x. Il n'y a pas besoin de faire autant de waiter que sur les autres outils. Et c'est principalement pour ça, parce qu'on a encore des applis Angular 1.x. Mais on songe à passer à Puppeteer. Totalement Puppeteer. Après on rajoutera des waiters, mais comme on n'est pas sur des applis uniquement en Angular 1.5, voilà. Ça répond à la question? Ouais. À un moment donné, vous dites que Selenium, ça n'a pas trop marché.
Pourquoi? Alors Selenium, bon, c'était une couche Java qui écrivait du Selenium. Alors j'étais pas hyper concerné par le sujet à l'époque, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'était très difficilement maintenable, c'était très fragile et assez peu relisible par rapport au code concept. En tout cas, c'était beaucoup moins lisible et c'était tenu par les développeurs et non les QA, parce que le cœur de métier pour moi de ces tests end-to-end sont quand même pas mal liés au QA et je pense que voilà les principales raisons de cet échec. Vous avez de la living documentation. Je voulais savoir, du coup, est-ce qu'elle est générée directement à partir du code et comment vous la mettez à disposition des différentes personnes qui travaillent sur les projets? Alors, pour la living documentation, elle est principalement générée par nos behaviors écrits dans les microservices. Donc, tout ce qu'on fait en BDD, tous nos gherkins. Et c'était quoi la suite de la question des autres? Comment vous la mettez à disposition comment pour lire, en fait, il y a un report autogénéré qui est fait via Cucumber et intégré à un outil de création de report. En fait, Cucumber, je pense qu'il a par défaut un outil qui permet de générer des reports en PDF et du coup, ces reports sont générés au build de nos applis. On utilise un plugin Jenkins pour les mettre à disposition sur une page sur Jenkins. Et donc nos PO peuvent la consulter à volonté aussi. À un moment donné, vous avez montré une pyramide de tests. Oui. Vous avez dit au milieu vous faites du BDD. Vous venez de dire que c'était sur chaque microservice. Oui. Et au-dessus de ça, vous faites aussi du gherkin pour les tests end-to-end. Du coup, alors comment vous faites en fait pour écrire certaines choses dans certains microservices, d'autres choses sur quelque chose qui est plus haut niveau et qui va englober plusieurs microservices? Alors, vous pouvez un peu distinguer un peu les deux étages de pyramide chez vous. Alors, pour chaque microservice, on est un peu, on fait ce qu'on appelle du domain driven design. Donc chaque microservice a son domaine métier et c'est BDD, enfin ces comportements sont liés au domaine métier de chaque application et on a donc nos tests end-to-end qui sont à cheval sur tous ces domaines métiers qui à eux-mêmes les tests end-to-end font un domaine métier global qui est plutôt la financing, la plateforme de financement. Et du coup, en fait, au niveau de la sanity check, c'est les QA qui se regroupent et qui déterminent ensemble quel parcours on va utiliser. Et on peut reprendre des petits bouts des BDD qui sont exécutés en plus bas niveau. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un parcours qui est complet, qui passe par le scénario principal et en commun accord avec tous les QA. Est-ce que ça répond